vais poursuivre sur l'intérêt d'une bithérapie en me focalisant cette fois sur les bactériémies à gram négatif DTR, toujours chez nos patients de réanimation. C'est un travail que j'ai fait durant mon année de master sous la direction du professeur Jean-François Tinsit. Je vais passer brièvement sur l'introduction. Les infections nosocomiales, on a rappelé de nombreuses fois quel était le fardeau qu'elles représentaient actuellement en réanimation, et les bactériémies représentent une des formes les plus graves, si ce n'est la plus grave, avec des mortalités jusqu'à 40 à 50% chez nos patients de réanimation. Et elle nécessite donc un traitement urgent qui est rendu de plus en plus difficile par l'émergence et l'accumulation des multirésistances qui sont aujourd'hui, qui en font désormais un problème quasi quotidien dans toutes les réanimations occidentales et non occidentales. La définition de multirésistance a pas mal bougé ces dernières années, avec anciennement plutôt décrit depuis les années 2000-2010 une classification MDR, XDR, PDR qui se basait sur le nombre de résistances bactériennes que pouvait accumuler un germe. Récemment, depuis je crois 2018, est apparue la classification DTR qui se prénomme Difficult to Treat Resistance et qui est définie comme la résistance d'une bactérie à tous les antibiotiques de première ligne. Donc, c'est quelque chose qui est assez cliniquement relié, puisque les antibiotiques de première ligne dans le cadre d'une infection, notamment nosocomiale, sont souvent les céphalosporines, les carbapénèmes ou les fluoroquinolones. Et pour qu'une bactérie soit classifiée comme DTR, il faut qu'elle soit résistante à ces 3 familles de germes d'antibiotiques. Cette classification DTR a été depuis plusieurs fois reliée dans des études épidémiologiques à un meilleur pronostic, enfin un plus mauvais pronostic, en tout cas a été plus relié à un mauvais pronostic que les autres classifications, quelles qu'elles soient MDR ou PDR. Et donc, la question qui se pose encore une fois est celle de l'intérêt d'une bithérapie, cette fois dans le cadre très précis des infections à germes DTR, et donc on s'est fixé ici sur les bactériémies. On s'est basé sur l'étude Eurobac2 que je ne présente plus, qui effectivement réunissait de très nombreuses caractéristiques qui ont été présentées par Nicolo juste avant, sur 2600 patients d'une étude internationale. Et outre les critères d'inclusion qui étaient déjà connus d'Eurobac2, des patients majeurs avec une hémoculture à plus de 48 heures d'hospitalisation, définissant donc une bactériémie nosocomiale, qui pouvait être soit prélevée déjà en soins intensifs, ou le patient pouvait être transféré en soins intensifs après prélèvement de cette hémoculture. Nous avons spécifié notre étude sur les infections monomicrobiennes, monobactériennes même, à gram négatif, à germe DTR, donc résistant aux 3 lignes tous les antibiotiques de première ligne, qui étaient les fluoroquinolones, les carbapénèmes et les céphalosporines, comme je vous disais précédemment. Nous avons fait le choix d'exclure les patients morts sur les 72 premières heures, en prenant l'hypothèse que la mort précoce de patients en sepsis avec une bactériémie nosocomiale était plus reliée à leur gravité initiale et à un choc septique important qu'au vrai effet d'une antibiothérapie, d'une mono- ou une bi-antibiothérapie introduite. Et par la même logique médicale et aussi statistique, on a décidé de restreindre notre analyse aux antibiotiques initiés dans ces 72 premières heures. La grosse difficulté méthodologique de l'étude a été de former des groupes de traitement. En fait, rapidement, quand on regarde un peu ces infections à germes DTR, on se rend rapidement compte qu'il est impossible de définir l'adéquation d'un traitement selon uniquement une classification dichotomique binaire d'un antibiogramme S ou sensible ou résistant, et que dans la pratique clinique et même dans la littérature, ce qui revient souvent, c'est qu'on est obligé de traiter ces patients avec des germes rendus R, par exemple au carbapénème ou que sais-je, mais en augmentant les posologies ou en choisissant un peu plus précisément les germes selon la CMI ou le mode d'administration. Et donc, on a réalisé une revue exhaustive de la littérature pour définir les antibiothérapies qu'on considérait adéquates pour chacun des germes et pour chacun des CMI et des traitements utilisés, ce qui nous a constitué au final initialement 5 groupes.
les patients ayant reçu une monothérapie adéquate. Très simplement, c'est les patients qui étaient sensibles à un antibiotique et qui ont vraiment reçu cet antibiotique à bonne posologie pendant les 72 premières heures. De la même manière, pour une bithérapie adéquate, c'est les patients qui avaient reçu 2 antibiotiques à bonne posologie, rendus sensibles à l'antibiogramme sur les 72 premières heures. Puis, il y a les 2 autres groupes qui étaient la meilleure monothérapie disponible ou meilleure bithérapie disponible, qui, eux, étaient définis comme ce que je vous définissais précédemment, c'est-à-dire un traitement mis à une certaine posologie dont de nombreuses études cliniques avaient défini qu'il était probablement efficace, ou en tout cas très probablement efficace, dans cette infection à ce germe. Ce qui nous fait au final 4 groupes, donc monothérapie adéquate, meilleure monothérapie disponible, bithérapie adéquate, meilleure bithérapie disponible. Et enfin, les patients qui vraiment, sur les 72 premières heures, ne pouvaient pas être considérés comme avoir un traitement efficace, étaient classés dans un dernier groupe qui était les non traités efficacement, sur lequel je ne m'appesantirai pas trop. On va surtout parler des mono versus des bithérapies avec une analyse statistique qui se base sur une comparaison de mortalité entre la mono et la bithérapie à l'aide d'une courbe de Kaplan-Meier puis d'un modèle de Cox avec une pondération inversée que l'on comparera à un modèle de Cox ajusté stratifié. Les analyses statistiques secondaires comprenaient des comparaisons de cette mortalité en sous-groupe toujours à l'aide d'un modèle de Cox et des comparaisons de critères cliniques, notamment la survenue d'une insuffisance rénale et l'évolution du score de SOFA. Voici le diagramme de flux. Donc, on part des 2600 patients avec 2900 germes initiaux de l'étude Eurobac 2, en excluant les patients ayant une bactériémie avec plusieurs germes, les patients décédés précocement ou mis en LATA avant la bactériémie. On se retrouve avec 272 patients répartis selon les 3 groupes que je vous représentais, donc les 97 monothérapies, avec 73 monothérapies adéquates, 24 meilleures monothérapies disponibles, qu'on regroupe donc dans le groupe monothérapie, et 102 bithérapies, donc 19 bithérapies adéquates et 83, je crois, meilleures bithérapies disponibles, qui sont donc regroupées dans le groupe bithérapie. Les 73 patients ayant vraiment pas d'antibiotiques efficaces étaient à part. Voilà rapidement les caractéristiques de nos patients dans cette étude, avec, comme la plupart de ces études qui s'intéressent aux germes multirésistants, une forte propension d'acinétobactères et aussi un tiers d'entérobactéries. Assez peu de pseudomonas dans notre étude, seulement environ 5 à 10% de pseudomonas selon les groupes. La source de la bactériémie était aussi connue, avec un grand nombre de patients ayant une source pulmonaire à leur bactériémie, ce qui ne nous étonne pas étant donné la présentation qu'on a eue juste avant, et pas mal de bactériémies étant liées à un cathéter et environ 10% de bactériémie primaire. On voit que c'est des patients des vrais patients de réanimation, entre guillemets, avec quand même une quantité assez importante de patients en choc septique. Voici les caractéristiques centres, avec notamment la région de provenance des malades, que je vous présente sur une petite carte ici. On voit qu'il y a quand même au contraire de l'étude Eurobac 2 qui incluait beaucoup de patients d'Europe occidentale, on voit qu'ici, quand on se cible sur les patients DTR, on a des patients qui viennent beaucoup d'Asie et beaucoup du Moyen-Orient, notamment de la Turquie, qui représente un énorme contingent. En Europe, c'était principalement des patients italiens et grecs, avec au final très peu de patients français. On peut aussi voir que la répartition des patients selon leur origine diffère un peu selon les groupes, avec pas mal de patients du Moyen-Orient dans le groupe bithérapie et pas mal de patients, un peu plus de patients asiatiques dans le groupe monothérapie. Ce qui explique pourquoi on a voulu vérifier notre modèle inversé pondéré à un modèle stratifié sur l'origine géographique. Enfin, le temps de positivité de l'hémoculture est assez différent entre les groupes monobithérapie et le groupe non traité efficacement. On verra que ça peut avoir son importance. Et la présence d'un expert infectieux était aussi grandement différente entre les groupes monobi et le groupe non traité efficacement. Là, je vous présente les traitements. Donc, ça, c'est bien les traitements qui ont été considérés. Donc, c'est les traitements efficaces en meilleur traitement disponible ou en adéquat, reçus dans les 72 premières heures par les patients. On voit qu'il y a une énorme proportion de patients traités par des molécules de réserve, notamment la colistine, qui représente 80% qui est présente dans 80% des cas dans les patients en bithérapie et même 50% des cas en monothérapie. Beaucoup de carbapénème dans les 2 groupes
et au final des nouvelles bêta-lactamines inhibiteurs, une proportion de patients sous bêta-lactamine nouvelles inhibiteurs assez faible, tout comme d'ampicsulbactam, qui était très peu présente aussi. Voilà les résultats de l'analyse principale qui rejoignent l'étude présentée précédemment, avec à la fois sur le Cox, modèle de Cox pondéré inversé, et sur le modèle de Cox ajusté et stratifié sur l'origine géographique. Pas de différence entre une mono et une bithérapie, malgré qu'on a l'impression qu'il y a une petite différence sur le Kaplan-Meier. Une fois qu'on ajustait ou qu'on pondérait, selon les facteurs de confusion, aucune différence n'était mise en évidence. Il n'y a pas eu de différence non plus sur les patients selon leurs différents sous-groupes qui étaient selon la gravité des malades, avec un choc septique, un score de Pitt, qui est un score utilisé pour quantifier la gravité d'une bactériémie élevé, que ce soit sur le germe bactérien, mais aussi sur la nature empirique ou ciblée de l'antibiothérapie introduite. Enfin, pour ce qui est des critères de jugement secondaire clinique, on voit que l'évolution du score de SOFA entre J0 et J7 et du SOFA rénal entre J0 et J7 ne différenciait pas beaucoup entre les deux groupes, donc en tout cas pas du tout de manière significative. Et de manière peut-être un peu plus surprenante, le nombre de jours de dialyse, à la fois sur l'ensemble des patients et sur les patients vivants à J28, n'était pas différent. Donc ça, c'est le nombre de jours de dialyse à la fin du suivi, c'est-à-dire à J28. Il n'y a pas de différence significative. Voici les différents résultats secondaires que je vous ai résumés sous la forme d'un forest plot, avec donc totalement non significatif pour ce qui est des patients les plus sévères en choc septique ou ayant un score de Pitt élevé. On peut peut-être voir un petit signal en défaveur de la bithérapie chez les patients ayant une bactériémie entérobactérie. Et peut-être, avec les yeux de la foi aussi, ce même signal chez les patients dont le traitement a été introduit de manière ciblée, c'est-à-dire après les résultats de l'antibiogramme. Au total, tout était NS, comme je vous le disais. Je vais analyser rapidement les résultats de ce travail. Pourquoi l'échec? Quelles sont les raisons de l'échec d'une bithérapie ici ou plus largement d'une bithérapie dans nos pratiques, puisque la principale force de cette étude était de décrire ce qui se passait réellement dans les services au quotidien. Les effets indésirables sont forcément majorés. Avec deux traitements, on peut penser qu'on a plus d'effets indésirables qu'avec un seul traitement, surtout que dans notre étude, précisément, ces molécules utilisées sur ces patients à germe DTR étaient souvent des molécules de réserve, comme je vous l'ai montré, avec une grosse proportion de patients sous colistine. Et au contraire de l'étude présentée précédemment sur les pneumonies, ici, on avait une durée de bithérapie qui était souvent prolongée, probablement du fait de bactéries qui étaient très multirésistantes, mais on voit que le nombre de jours de bithérapie est assez élevé, même le nombre de jours de traitement, avec des patients qui ont environ plus de 10 jours de traitement pour des bactériémies, même alors qu'il y avait notamment une grosse proportion de bactériémies primaires ou de bactériémies liées à des cathéters. Ça peut paraître beaucoup d'avoir 10 jours de traitement, plus de 10 jours de traitement sur ce genre d'infection. Le nombre de jours de bithérapie était aussi assez élevé, puisqu'on avait une médiane de 8 jours de bithérapie dans le groupe bithérapie, ce qui est encore représenté par le nombre de patients ayant une bithérapie courte, c'est-à-dire de moins de 48 heures, ou le nombre de patients ayant une bithérapie longue, donc de plus de 48 heures, étant donné que la plupart des patients ayant une bithérapie courte sont en fait des patients qui sont décédés dans les 3-4 premiers jours, avant 5 jours de traitement, avant 5 jours à partir du début du prélèvement de l'antibiogramme, de l'hémoculture. Le nombre de jours sous traitement néphrotoxique, donc ça c'est les traitements néphrotoxiques étaient tous les traitements reçus par les patients. Et on voit que dans le groupe mono et dans le groupe bithérapie, il y a une grosse différence de ce nombre de jours sous traitement néphrotoxique, que ce soit la colistine, la vancomycine ou d'autres traitements qui ont été introduits, avec notamment quasiment 2 fois plus de nombre de jours sous traitement néphrotoxique dans le groupe bithérapie. Et enfin, c'est toujours le problème de difficulté d'analyse de la mortalité chez ces patients sévères de réanimation, sur lequel plein de facteurs peuvent jouer sur la mortalité. Notre travail présente bien sûr de nombreuses limites, notamment une des premières serait le choix des 72 heures, que ce soit pour le choix d'exclure les patients morts précocement. Mais effectivement, on pourrait penser que l'antibiotique dans les 72 premières heures n'aurait probablement pas le temps d'agir, surtout que, étant donné la nature multirésistante de nos germes,
beaucoup d'antibiothérapies ont été introduites à partir du 2e jour, suivant le prélèvement de l'hémoculture. Le choix d'exclure, le choix de définition des groupes est bien sûr largement critiquable. On a essayé de s'appuyer sur les revues de la littérature les plus exhaustives et les de nombreuses sources, et de sélectionner vraiment les combinaisons de traitements ou les traitements qui avaient fait le plus de preuves d'efficacité cliniquement. Malgré ça, forcément, il y a forcément un biais de confusion là-dessus. Enfin, on peut regretter les effectifs limités de certaines combinaisons de traitements, notamment on a été surpris par le très faible nombre de patients ayant un Acinetobacter baumannii qui a été mis sous ampicilline sulbactam, alors qu'on pensait qu'on en aurait beaucoup plus, et on pensait aussi qu'on aurait beaucoup plus de patients sous nouvelle bêta-lactamine inhibiteur dans notre étude. Est-ce que cette étude, je pense que cette étude, comme beaucoup d'autres en ce moment, tendent à modifier leur pratique avec peut-être moins de bithérapie ou des bithérapies moins longues pour éviter de surajouter de nombreux effets indésirables des traitements, notamment rénaux. Les études devraient plus se porter sur des combinaisons spécifiques. C'est vrai que notre étude était une étude sur la bithérapie en général. On avait de nombreuses différentes combinaisons. Peut-être que des études sur des combinaisons spécifiques et notamment sur des combinaisons avec des nouvelles bêta-lactamines inhibiteurs seraient intéressantes. Et au total, durant notre travail, il y a les recommandations à la fois de l'ECMID et de l'IDSA qui sont sorties, qui sont plutôt en accord avec une grande réduction de la place de la bithérapie dans ces infections à germes multirésistants, avec la seule qui est encore présente dans les recos IDSA, par exemple, ça serait une bithérapie sur les Acinetobacter baumannii résistants au carbapénem. Pour les autres, les nouvelles bêta-lactamines sont mises en première ligne, avec bien sûr les soucis que ça pose, notamment avec des données PKPD qui ne sont pas aussi fournies que dans d'autres populations, dans les malades de réanimation, et l'émergence de résistance qui commence à arriver de plus en plus avec l'utilisation du ceftotazo, du ceftazavir notamment. Voilà, donc au total, je conclus à partir de cette étude une absence d'argument pour une utilisation systémique d'une combinaison de traitement pour les bactériémies à germe DTR. Merci.